Bonsoir, bienvenue. Surface de vérité reçoit pour vous M. Amadi Konfé. Il est le secrétaire administratif du bureau national de SYNCHA, le syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale. Bonsoir, M. Konfé. Bonsoir, M. Guébré. Merci de répondre à notre invitation. Alors, merci. La gestion de la crise sanitaire, on est en plein là-dedans, le coronavirus. Cette crise vient rappeler quand même l'impératif d'investir dans le secteur de la santé, non? Affirmatif. Parce qu'effectivement, depuis plusieurs années, pour ne pas dire plusieurs décennies, le SYNCHA est sur ce front-là, à savoir réclamer quand même de meilleures conditions de vie et de travail surtout. C'est-à-dire les conditions de travail dans les formations sanitaires, du CHU jusqu'au CSPS, on a toujours déploré la situation dans laquelle ces conditions-là étaient. On a toujours réclamé dans nos différentes plateformes revendicatives, dans nos différentes luttes, ça a été mis en avant. C'est-à-dire que la mise à niveau des formations sanitaires, les équipements, les consommables, voilà, les réactifs, le personnel même, l'organisation de travail sont entre autres, en tout cas, notre leitmotiv dans nos différentes luttes, dans nos différentes plateformes revendicatives. Et on n'a pas été compris, ou on a été pris à la légère. En tout cas, maintenant, le à un moment vilipendé, parce qu'on a l'impression que tout revenait à la revendication populaire. Non, justement, c'est ceux qui ne connaissent pas, ou ceux qui sciemment. Tu peux connaître, mais comme tu as opté, tu fermes les yeux sur ce qui est juste, et puis tu vas dans le sens que tu veux. Sinon, ceux qui nous connaissent et qui connaissent nos plateformes savent que effectivement, nos plateformes ne sont pas seulement munies des revendications salariales. C'est d'abord les conditions de travail, les équipements, le fonctionnement de différentes formations sanitaires, les infrastructures, en tout cas les consommables, le personnel en qualité et en quantité et l'organisation de travail. Voilà. Bon, maintenant, et même les revendications salariales, c'est dans le cadre de la motivation des travailleurs pour que effectivement, ce fonctionnement-là soit bien pris en compte. Parce que vous pouvez équiper toutes les formations sanitaires de tout, mais si le personnel n'est pas motivé, il y a un problème. L'un dans l'autre, le tout, c'est pour que les populations puissent bénéficier, en tout cas, de meilleures conditions de prise en charge sanitaire. En tant qu'agent de santé, avez-vous été mobilisé dans le cadre de cette lutte contre la COVID-19 ? Non. Bon, disons que, on déplore, parce que dès les 0 cas, on a vu, ou les 2 cas, on a vu une réquisition d'une quarantaine de personnes voilà, pour pouvoir, effectivement, pour être affectés au front du Covid-19. Voilà. Mais là, on l'a déploré, parce que le Covid-19, c'est dans toutes les formations sanitaires que les gens doivent être prêts. Parce que le malade que vous recevez, où que vous soyez, à Falagoutou, c'est pas moi, à Tambaga, où que vous soyez, le malade que vous recevez, vous ne savez pas de quoi il s'agit. C'est après interrogatoire, peut-être que vous pouvez avoir une idée de la présomption de diagnostic. Donc ça veut dire que tout le monde est exposé et tout le monde doit avoir les prises de position pour pouvoir effectivement faire face à ça. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Et on déplore le fait qu'on a institué un autre système parallèle au système de santé. Voilà. Parce que la mise en place de la coordination avec tous ces démembrements, c'est comme si c'est un autre système qui est parallèle, alors qu'on pouvait mettre à profit le système existant et puis mettre les moyens pour effectivement y faire face. Voilà. Alors, comprenez-vous donc les critiques vis-à-vis donc de la gestion de cette crise, mais pourtant, les difficultés en matière de gestion de crise, pareil, ça ne manque jamais. Ça peut se comprendre aussi. Oui, ça ne manque jamais. Comme on le dit, aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais ça dépend aussi de l'organisation. On peut s'y bien prendre, et malgré tout ça, là, il y a des insuffisances. Mais quand on prend les choses à la légère, les choses n'ont quand même pas été prises à la légère. Ça a été pris à la légère. Ah bon? Parce que quand le Covid-19 est arrivé, la première prise de position du gouvernement, c'est quoi? Interdiction de la marche. Meeting. Donc, ce qu'il visait, il pensait que c'était du jeu. Ce qu'il visait là, en premier ressort là, c'est réprimer le mouvement syndical. Ah, c'était des mesures... Oui, mais les mesures là, pouvaient être au-delà de ça.
Parce qu'on peut interdire, on a interdit, mais à côté de cette interdiction, les marchés continuent à fonctionner. À côté de ça, les églises, les mosquées continuaient. À côté de ça, les frontières n'étaient pas fermées. À côté de ça, les transports continuaient à se dérouler. Donc il y avait mesures plus urgentes à prendre que d'interdire une marche. Donc pour vous, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné dans ce plan de riposte? Absolument. Beaucoup de choses n'ont pas fonctionné. Heureusement que, bon, ils sont en train de rectifier. Mais en tout cas, sinon, en tout cas, vous l'avez vu. Un plan révisé avec près de 178 milliards de francs en CFA. Que dire des allocations? Où fallait-il le plus insister? Bon, en tout cas, dans ce domaine, sur le plan budgétaire, là, on a vu, nous sommes des profanes parce qu'on n'est ni impliqué ni de près ni de loin. Donc, le budget tel que donné à l'intention du peuple, nous le trouvons aussi exagéré. Voilà. Mais il faut être dedans pour pouvoir comprendre. Mais nous pensons donc on pensait qu'on aurait pu beaucoup plus orienter les investissements dans les équipements, par exemple. Absolument. Absolument. Parce que si vous prenez le budget, que je ne maîtrise pas très bien, je m'excuse, mais apparemment, on dirait que tout est mis, l'accent est mis sur la prise en charge des agents. L'accent est mis sur, par exemple, même le volet de la recherche n'a pas été pris à la hauteur. Alors que c'est là-bas que ça devrait être. Voilà. Et malgré tout ça là, jusqu'à présent, les travailleurs sont abandonnés à eux-mêmes. Les conditions minimum là, de protection là n'existent pas. Alors que c'est eux qui sont au front. Donc ce budget-là, franchement, bon, on va attendre le bilan pour voir. Voilà. Et le plus grand centre hospitalier universitaire, Yalgado Ouedraogo, dans tout ça, quel a été son rôle ou quel devrait être son rôle dans cette crise? Bon, je ne suis pas de la direction, mais à ce que je sache, effectivement, l'hôpital alors n'a pas été impliqué comme ça dans la gestion. Seulement, il y a du personnel de Yalgado qui a été prélevé pour envoyer à la coordination de Covid. Voilà. Parce que nous avons des infectiologues qui y sont, nous avons des pneumologues qui y sont, nous avons aussi des infirmiers ou des services d'hygiène qu'on a prélevés comme ça, envoyés. Et le plus souvent même sans même l'accord de la direction. Voilà. Bon, donc si c'est ça l'implication, on peut le prendre comme ça. Sinon, je ne pense pas que la direction même de l'hôpital était impliquée ou les agents de l'hôpital, outre ceux qu'on a prélevés là, ont été impliqués. L'hôpital, par contre, a eu l'initiative de mettre en place un centre d'accueil, voilà, de tri. Voilà. Donc ça, c'est de l'initiative de la direction de l'hôpital et puis ça marche. En termes aussi de ressources, d'investissement, parce que, comme vous l'avez dit, la maladie peut se retrouver partout. Après, le fonctionnement normal est là et des patients vous arrivent, on ne sait pas s'ils sont infectés ou pas. Est-ce qu'en termes d'investissement aussi, Yalgado, on peut dire, a eu sa part? Je n'ai pas connaissance de ça. Je n'ai pas connaissance d'une certaine part que Yalgado en a bénéficié. Voilà. Alors, le professeur Martial, finalement, éjecté, alors ça permet de repartir sur une nouvelle base, ça permet de reconstruire la confiance? Bon, ils ont les raisons d'éjection du professeur Martial. Peut-être qu'ils n'ont pas donné. Voilà. Maintenant, je me dis que dans tous les cas, si c'est parti du fait qu'il y a des insuffisances, il y a des erreurs, bon, on ne peut pas l'imputer au professeur Martial seul. C'est toute une équipe voilà, qui a proposé le professeur Martial à la coordination. Et le professeur Martial pilotait-il seul la coordination? Donc, je pense qu'il faut les sanctions, si toutefois c'est à partir des insuffisances qu'il a été relevé, je pense qu'il faut encore approfondir pour encore effectivement relever d'autres personnes. Aller jusqu'à la démission du ministre? Bon, ça je ne sais pas. En tout cas, il faut situer les responsabilités. Il faut situer les responsabilités et puis prendre des décisions qui s'y est.
Alors, en tout cas, c'est une crise qui est là. Heureusement, on a atteint le pic et visiblement, la tendance est à la baisse. L'impression que c'est que plus on avance, plus on maîtrise mieux la situation. Absolument. Alors, l'après-Covid-19, coronavirus, quand même, comme on l'a dit, a mis à nu la réalité de notre système sanitaire. Est-ce que ce n'est pas aussi le moment de repenser ce système sanitaire-là? Absolument. Absolument, c'est déjà, bon, il n'est jamais tard de faire. Donc, le gouvernement doit, de mon point de vue, saisir cette occasion pour pouvoir miser sur les équipements, miser sur les consommables, en tout cas, miser sur les infrastructures. Voilà. Parce que là, au moins, c'est venu, on a dit, bon, personne ne sort. Même le président, s'il a le Covid, c'est ici, on va le soigner. Voilà. Donc, ça doit les interpeller qu'effectivement, il y a des moments où ils peuvent ne pas pouvoir prendre l'avion pour aller se faire soigner au Canada ou bien en Belgique. Et donc, c'est mieux de mettre le paquet pour que les formations sanitaires ici soient en mesure de prendre en charge toutes les populations. Est-ce que c'est si compliqué, ne serait-ce que les centres de référence, de revoir un peu, relever le niveau des plateaux techniques, justement? Non, c'est un problème d'option politique. Hein. Et c'est un problème de pourquoi on est là. Je dis ça pourquoi? Si les gouvernants qui ont battu campagne, qui se sont fait élire et qui sont à la tête du pays, oublient qu'ils sont là par les populations et pour les populations, là, ça veut dire qu'on est mal barré. Mais si tant soit peu qu'un gouvernant, qu'il soit élu ou pas, sache qu'il est gouvernant parce qu'il y a des populations. Donc il est là pour servir les populations et non pour se servir. Donc ça pourra dire qu'en ce moment, voilà, sa principale préoccupation, c'est de mettre les populations à l'aise. Voilà, c'est de protéger les populations. Et est-ce qu'il y a une autre manière de protéger les populations que d'avoir des formations sanitaires complètes, prêtes à accueillir les gens, où il y a les compétences nécessaires, je dis bien il y a des compétences, hein, où il y a les équipements, où il y a les consommables, où il y a une très belle organisation qui permettent aux formations sanitaires d'évoluer à feu continu 24 heures sur 24 heures, où les gens sont disponibles pour assurer des soins de qualité aux populations. Est-ce qu'un dirigeant, s'il n'a pas ça en tête, ça veut dire qu'il n'est pas là pour le peuple. Parce que c'est la santé d'abord. Depuis longtemps, on a passé le temps à crier, à marcher, à gréver. On nous a coupé les salaires, on nous a traité de tout. Voilà le résultat. Voilà le résultat. Aujourd'hui, les gens se rendent compte, les gens de bonnes choses, hein, voilà, de bonne conscience. Sinon, il y a toujours des gens acquis. Les gens acquis, ça, je ne parle pas d'eux, mais les gens qui ont un minimum, en tout cas, d'indépendance, savent que réellement, il y a problème. Est-ce qu'aujourd'hui, vous parlez d'options politiques, on voit quand même qu'à la faveur justement de cette crise sanitaire, l'élan de solidarité qui se manifeste, on voit tous les jours, le ministère de la Santé reçoit des dons en nature et en espèces. Est-ce que dans cette dynamique-là, il n'y a pas possibilité justement de mobiliser l'ensemble des Burkinabés autour justement de cette question sensible, de cette question essentielle qui est l'équipement de nos centres de santé? Non, ce que je disais, c'est un problème de vision politique. C'est vrai, le Covid-19 est venu, mais ces élans de solidarité-là auraient dû exister depuis. Parce que tout le monde fréquente les formations sanitaires, tout le monde sait le diagnostic des formations sanitaires. C'est regrettable. Mais est-ce que les gens, chacun est assis chez lui? Sauf quand un jour, lui-même, il vient à l'hôpital en tant que malade, ou bien il amène un malade, il se rend compte que c'est déplorable. Donc, c'est vrai, je dis c'est un problème de vision politique, puisque si le gouvernement avait, soit il a les moyens, et puis il fait, ou il n'a pas les moyens, il lance un élan de solidarité. Il fait un appel, et les gens vont venir, parce que les gens aussi attendent. Pour qu'on ne dise pas qu'ils cherchent le nom, mais si c'est le gouvernement même qui a donné l'ordre
de faire un élan de solidarité pour venir, en tout cas, mettre à niveau les formations sanitaires, peut-être que ça allait exister depuis longtemps. Voilà. Il y a par exemple ce jeune architecte burkinabé qui s'est engagé par exemple et qui avait juste besoin de la caution politique pour construire un hôpital préfabriqué dans le cadre de cette lutte. Et dès que l'idée a été lancée, tout de suite, il a vu la mobilisation d'autres Burkinabés qui étaient prêts à apporter aussi leurs contributions, quitte en matériel, etc. C'est la preuve que les Burkinabés veulent voir le système sanitaire s'améliorer en qualité, justement, pour la prise en charge des Burkinabés. Mais il faut effectivement qu'il y ait du leadership à ce niveau, une volonté, justement, d'embarquer tous les Burkinabés dans ce sens. Et c'est ça qui a manqué. C'est ça qui a manqué parce que, je m'excuse de le dire, mais on a tout comme l'impression que ceux qui sont là-haut, là, ne pensent pas aux autres. Ils sont là pour eux, ils ne sont pas là pour les autres. Ça, c'est l'impression vraiment qu'on a. Voilà. Et on ne peut pas diriger un pays comme ça. On ne peut pas diriger un pays comme ça. D'accord. Alors, il y a coronavirus, mais cela n'occulte pas aussi votre plateforme revendicative. On sait qu'en janvier, c'était d'ailleurs le tout premier conseil des ministres de l'année 2020, il y a eu l'adoption de 10 décrets d'application de la loi portant statut de la fonction publique hospitalière, la FPH. Alors, on se dit, finalement, vous êtes satisfait, c'est bon? C'est pas bon. Je dis c'est pas bon parce que le gouvernement, à la limite, il nous infantilise. Le gouvernement n'a pas de respect pour les organisations syndicales. C'est-à-dire, ils créent des commissions participatives. Ils invitent les syndicats dedans. Les commissions partent, ils réfléchissent, les syndicats partent avec des objectifs. Il y a un consensus au niveau des commissions. Il y a un projet de texte qui a été élaboré. Bien sûr, nous sommes d'accord que ça doit être vu par le cabinet, ça doit être vu par le conseil avant de choisir. Mais si on balaie tout le consensus qu'il y a eu au niveau de la commission, donc toutes les préoccupations syndicales ont été balayées et puis on met en place ce que l'on veut. Autant ne pas nous faire appel et puis édicter les textes et puis nous les imposer. Vous voulez nous dire que la fonction publique hospitalière aujourd'hui, cette loi n'est pas consensuelle? Non, je veux parler des décrets dont vous parlez. Oui. Les décrets, si vous prenez les décrets sur l'organisation du travail. Voilà, il y a eu un consensus sur ce décret-là, à savoir les horaires normaux, c'est 40 heures. À savoir que l'horaire par semaine, l'horaire minimal peut être de 35 heures, il ne doit pas excéder 45 heures. Parce que nous sommes comme à la santé. Voilà. Et voilà comme ça qu'on s'est tous entendus. Et ça vient au niveau du cabinet, on convoque les je sais qui, et puis ça ils disent, bon, la garde, là, le temps de garde là, ne fait pas partie du temps de travail. Alors, résultat, vous allez, en dehors de la garde, vous devez pouvoir avoir 40 heures de travail. La garde, c'est payé, non? Non, s'il vous plaît, la garde, c'est payé. Mais qu'est-ce qui n'est pas payé? C'est qu'on les a dit. Quand vous partez sur la base que la garde est payée, donc il doit soustraire ça du temps de travail. Mais c'est grave. Le pays, là, est fait de quoi? C'est les perdièmes. Voilà. Oui, c'est les ateliers, c'est les séminaires, c'est même les missions à l'étranger, les missions ailleurs, qui sont grassement payées. On n'impute pas ça dans leur salaire. Si on doit soustraire ces temps-là du temps de travail-là, il y en a qui n'auront pas 3 mois de salaire. Parce que si on prend toute l'année, les 12 mois-là, si on veut comptabiliser les ateliers, les missions, les temps qui sont grassement payés là, ils n'auront pas 3 mois de salaire. Alors pourquoi c'est les agents de santé qui vont aller laisser leur famille aller dormir dans des conditions pénibles là? C'est ça là qu'il faut soustraire du temps de travail parce que c'est payé. Il y a quand même de l'injustice flagrante. Malheureusement, ceux qui ont pris cette décision, ce sont eux là qui bénéficient des avantages colossaux. Et ils s'assoient sur ça, et c'est les autres qui voient. On ne peut pas être d'accord avec ça. Le 1er mai vient de se passer, mais le 1er mai, c'est une histoire. On va peut-être en revenir. Mais le 1er mai,
c'est une lutte pour les 8 heures de travail. Les 8 heures de travail, ça va à 40 heures par semaine. Et pourquoi soustraire la garde? C'est une première fois que je vois ça. Pourquoi soustraire le temps de garde du temps de travail? Parce que c'est payé. La loi 81, la loi 081 a été claire. Le temps d'atelier, le temps d'émission, le temps de séminaire, font partie du temps de travail. Ça, c'est clair. Mais, en ce moment, personne ne s'imaginait qu'il y avait des gens qui allaient s'asseoir pour dire que la garde ne fait pas partie du temps de travail. Sinon, on l'aurait ajouté. Parce que la garde a toujours été considérée, le temps de garde a toujours été considéré comme temps de travail. Parce que dans l'esprit du gouvernement, la FPH devrait s'accommoder aussi avec les textes de la fonction publique, justement. Oui, absolument. Donc, ici, là, même aussi au niveau international, partout, c'est comme ça. Donc, si on ajoute le temps de garde, vous pouvez monter à 17 heures et puis descendre à 8h30. Ça vous fait quelque chose de près de 15 heures. Et on dit que ces 15 heures-là ne font pas partie du temps. Si on ajoute ça aux 40 heures, ça vous fait comme 55 heures. Donc, ça, aucune organisation syndicale n'a été pour ça. C'est eux qui ont pris leur décision et nous, on les a dit, on n'est pas d'accord avec ça. On n'est pas d'accord avec ça. Voilà. Et effectivement, s'ils s'entêtent à l'appliquer, nous aussi, on va prendre nos responsabilités. Mais on peut alors, donc, après ces décrets-là qui ont été signés, pris, est-ce que ça veut dire que tout n'est pas appliqué en ce moment? Parce que c'est depuis janvier. En ce moment, tout n'est pas appliqué. Tout n'est pas appliqué. Voilà, tout n'est pas appliqué. Donc, autant dit que même pour la FPH, il y a encore des... Absolument. Absolument. Même la FPH, il y a le volet décret sur le fonctionnement dont on parle, mais il y a aussi même le volet rémunération. Il y a encore beaucoup de gens qui sont en attente des effets financiers de la FPH. Que ce soit au niveau du salaire indiciaire que nous avons décrit en son temps. Voilà. Là aussi, le gouvernement s'est joué de nous pour sortir. On dit que vous avez 20% à partir du 1er janvier 2019. Le gouvernement va sortir une grille qui, au finish, vous vous retrouvez avec 13%, 11% au lieu de 20%. Alors, ça aussi, le gouvernement, comme à son habitude, s'est joué de nous. Nous l'avons décrié fatigué. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'actuellement, que ce soit au niveau même de cette fausse grille-là, indiciaire, et même au niveau de la garde et autres, là, des autres indemnités, il y a des gens qui sont toujours en attente. Et pas les moindres. Ils valent 70% à 80%, qui attendent toujours ces effets-là. C'est vrai que le gouvernement aussi avait rappelé en son temps que l'incidence est quelque chose de 70 milliards, qu'il serait difficile justement de... Vous savez, nous, au niveau du Sincha, nous n'avons pas demandé la FPH. Au Sincha, vous n'avez pas demandé... On n'a pas demandé la FPH. C'est le président de la République, pendant sa campagne politique, qui a promis la FPH. Il applique ce qu'il a promis. Nous avons une plateforme revendicative qui a été l'objet d'un protocole d'accord et que nous luttons, nous souffrons à ce que ce protocole d'accord-là soit appliqué. Depuis 2017, c'est ça? Depuis 2017. Et nous, on aurait bien voulu, je l'affirme, que ce protocole d'accord-là soit appliqué comme tel, en lieu et place de la FPH. La FPH, ça ne fait pas votre affaire? La FPH, bon, c'est vrai, il y a des incidences financières sur lesquelles on ne va pas cracher dessus. Voilà. Mais il y a bien d'autres problèmes au niveau des carrières qui nous tiennent à cœur. Un agent de santé, c'est-à-dire sa première préoccupation d'abord, c'est sa carrière. Il est rentré comme garçon et fille de salle. Il va devenir quoi à la retraite? Quelles sont les possibilités de progression? Voilà. C'est ça. Le plan de carrière. Il n'y en a pas chez vous? Cette évolution n'est pas clairement... Elle n'est pas clairement. Voilà. Donc, c'est ça que nous avons demandé, où il y avait des difficultés et que notre protocole d'accord a permis de lever. Et maintenant, il reste l'application. C'est l'application depuis 2017 là, qui reste. Et justement, quels sont ces autres, au-delà de la FPH, qui prend en compte un certain nombre d'aspects, quels sont les autres points essentiels de votre plateforme revendicative? Donc, il y a effectivement ce dont on avait parlé tantôt, les conditions de travail. Les conditions de travail, ça, j'avoue. J'avoue qu'il faut y être. Ou alors, il faut tomber malade, venir se rendre compte qu'il y a problème. Mais nous qui sommes là-dedans, on sait dans quelles conditions les gens travaillent.
Le minimum manque. Le minimum manque. Rassurez-vous, dans un service de cardiologie, il y a des moments où il n'y a pas de tensiomètre. Dans un service de cardiologie, il n'y a pas de tensiomètre. Le tensiomètre, ça coûte combien? Bon, ça varie selon la qualité. Voilà, c'est si cher que ça? C'est pas si cher que ça. Il y a les choses. J'ai oublié encore cet appareil-là. Il y a un appareil qui sert à faire l'ECG. L'ECG, là, je vous assure qu'en cardio, c'est le seul appareil ECG qu'ils ont. Donc, il y a le service d'hospitalisation, il y a le service de consultation. Donc, il y a un qui doit attendre que l'autre finisse avec, pour trimballer ça, avec une distance de près de 400 mètres. Vous parlez du Yalgado? Je parle de Yalgado. Le plus grand centre. Le plus grand centre. Voilà. Ça, ce n'est qu'un exemple. Ça veut dire que dans toutes les formations sanitaires, à Yalgado que je connais très bien, c'est grave. Alors que c'est à l'image de Yalgado, toutes les formations sanitaires souffrent comme ça. Donc, notre premier point de revendication, c'est effectivement les conditions de travail. Parce qu'il y a des compétences. Je dis il y a des compétences parce que nous avons des professeurs agrégés qui n'ont rien à prouver à qui que ce soit dans le monde. Mais il faut encore avoir le matériel pour travailler. Il faut avoir le matériel pour travailler. Voilà. Donc, et les infrastructures, vous avez, si vous êtes venu à Yalgado, vous allez voir. Les gens qu'on opère, ils sortent de la salle d'opération, on les a mis à terre, sur une natte, parce qu'il n'y a pas de lit. Les pannes des équipements. Vous allez voir des malades gravataires, qu'on va descendre de l'étage là, de la chirurgie, de la médecine B, ou de l'étage là. On va descendre pour mettre dans le taxi, pour faire le tour de la ville à la recherche des examens. Parce que ces examens-là ne se font pas à Yalgado, ou que les appareils sont en panne, ou que les réactifs sont finis. Ça, c'est courant. Donc, notre principal problème, c'est ça. Et l'organisation du travail. Pour nous, il n'y a pas de raison que les services d'aide au diagnostic, là, il y a des moments où on y va, on dit on ne peut pas faire. Pendant que dans les cliniques, on fait ça à temps plein, 24 heures sur 24 heures. Quand on dit on ne peut pas faire ça, en urgence, là, le gars va à la clinique du centre, il va à Chifra, il va à Saint-Camille pour faire. Ceux qui viennent à Yalgado, comme on le dit, c'est l'hôpital du peuple. Voilà. C'est les gens aux ressources limitées. Absolument. Absolument. Donc, on doit mettre le paquet sur les conditions de travail. On doit mettre le paquet sur les équipements, sur les consommables, sur les réactifs. On doit mettre le paquet sur l'organisation du travail qui puisse permettre aux malades d'avoir le service à tout moment, 24 heures. Il était question d'avoir un pôle B, c'est-à-dire renforcer Yalgado à travers Bogodogo. Mais finalement, Bogodogo a pris son autonomie. Bon, c'est une histoire. Bon, qu'on prend comme ça. Parce qu'à l'époque, c'est vrai, nous étions membres du conseil d'administration de Yalgado, donc nous avons participé depuis l'inondation aux différents travaux qui ont abouti à la construction de l'actuel Bogodogo. C'était pour faire de ça poule B de Yalgado. Donc les bâtiments, les équipements, là nous avons travaillé ensemble avec la CME pour effectivement avoir des financements avec l'aide du ministre Lénin Sebogo, le financement, pour que c'est un service de Yalgado déménage là-bas, pour que ça soit un grand Yalgado poule A, poule B. Voilà. Donc c'est dans ça qu'une décision est sortie du gouvernement que Bogodogo va être autonome. Ça, le gouvernement est souverain, a pris sa décision. Nous avons dit à l'époque, on n'a rien contre. Parce que la multiplication des hôpitaux, c'est au bénéfice des populations. Mais notre seul problème, c'est qu'il ne faut pas s'occuper multiplier pour des hôpitaux vides. Voilà. Donc on doit s'occuper de tous les hôpitaux. Qu'ils soient nouveaux ou anciens, on doit tout mettre à niveau pour permettre aux agents de travailler correctement au service des populations. C'est ce que nous avons dit. On n'était pas contre que Bordeaux soit indépendant. Mais autant
l'équipement qui était là pour Yalgado, le grand Yalgado, cet équipement-là, il faut le gérer, puisqu'il est venu pour les deux Yalgado. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Bon, bref, en tout cas, dans tous les cas, Yalgado est dans sa situation actuelle. Je ne suis pas là pour défendre Yalgado, mais je dis, Yalgado, comme toutes les autres formations sanitaires, le gouvernement a le devoir. Il a le devoir de les équiper. Il a le devoir de les rendre fonctionnels. Donc, il a le devoir de voir la formation du personnel, l'organisation, la répartition du personnel, l'organisation du travail, pour que toutes les populations, n'importe qui vient à n'importe quel moment à Yalgado, pour quoi que ce soit, puisse être prise en charge convenablement. Voilà, c'est ça. Donc, vos revendications aujourd'hui, c'est aussi cette question les conditions de travail, mais aussi les questions de plan de carrière, c'est bien ça. Les questions de plan de carrière, c'est bien ça. Et puis la question il y en a beaucoup, les questions de liberté démocratique et syndicale. Et ça, c'est grave. Mais le pouvoir actuel a démontré qu'on n'est pas dans un état de droit. C'est vrai qu'on l'a vu à la faveur du 1er mai, justement, fait du travail, célébré cette année dans des conditions particulières à cause du coronavirus, pas de marche, pas de meeting. Mais effectivement, le mouvement syndical est revenu sur cette question de liberté syndicale en rapport justement avec tout ce qui se passe actuellement. Vous parlez de répression. On parle de répression. Le gouvernement actuel est pire qu'un état d'exception. Non, c'est trop dit. C'est pas trop dit. C'est fort ce que vous dites. Le gouvernement est venu. Sa première mesure, c'est quoi? C'est de demander l'avis du Conseil d'État pour les sit-ins. Et ça aboutit à quoi? À une interdiction, en tout cas théorique, des sit-ins. Je dis théorique parce que dans la pratique, nous continuons à faire nos sit-ins. Et parce que c'est les sit-ins qui ont provoqué, qui ont posé les conditions de l'insurrection et qui ont permis au MPP de venir au pouvoir. Et pourquoi le MPP va venir dire que le sit-in est illégal? Le sit-in se faisait, d'autres qui sont au gouvernement n'étaient pas encore chose, ne savaient pas qu'il allait être au gouvernement. Après ça, ou du moins avant ça, il y avait un projet de révision du droit de grève. Voilà. Qui était à l'Assemblée. Le regretté Salif, il en a parlé, dit si les gens ne sont pas d'accord, bon, on ne va pas le voter. Effectivement, c'est envieux, mais en réalité, dans la pratique, c'est ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont mis dans c'est ça qu'ils sont en train d'appliquer. Alors, quand vous dites qu'il n'y a pas de sit-in, après la grève, les gens font des mouvements, vous faites des coupures sauvages. Les coupures là qui n'obéissent à aucun texte. Il y a quand même une base légale. Il n'y a pas de base légale, je vous dis. Il y a une base qui encadre ça. Il n'y a pas une base. La base qui encadre ça, il y a un arrêté conjoint, là de 2008, je crois, ou 2009, qui réglemente les coupures pour faire de grève. Même cet arrêté-là, ce n'est pas lui qui a été utilisé. Ils ont utilisé un texte du monde d'affaires. Le monde d'affaires qui veut dire quoi? On vous a mis dans un poste donné. Si on se rend compte que vous avez fait un trou, voilà comment on va récupérer votre argent. Ce n'est pas un texte qui réglemente le droit de grève. Je regrette. Mais leur objectif en utilisant ça, c'est quoi? C'est amener les gens à ne plus gréver. Parce que comme on le dit, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Si vous grévez et puis on coupe votre salaire, voilà, de 2 tiers, on frappe là où ça fait mal, bon, vous allez hésiter. Donc, en réalité, l'objectif de ce gouvernement-là, c'est d'empêcher les syndicats d'exister. Ou alors d'exister comme certains existent actuellement. Je m'explique. Il y a des syndicats qui, depuis qu'ils sont créés, grève là, ils ne connaissent pas. Ils sont des accompagnateurs du pouvoir. Et nous... Du syndicalisme d'accompagnement. Voilà, syndicalisme de collaboration de classe. Mais nous, notre pôle syndical, syndicalisme révolutionnaire de classe, on ne peut pas jouer à ça. Si on s'est engagé dans ça, c'est pour défendre les travailleurs. Ce n'est pas pour accompagner un gouvernement. Mais ce que les autres, ce que vous appelez syndicalisme de collaboration, vous reprochent, c'est une forme d'extrémisme. Non, c'est pas une forme. Non, c'est pas une forme d'extrémisme. C'est ce que je dis là. C'est-à-dire quand on est un responsable syndical, on doit s'assumer.
au niveau de notre pôle syndical ou au niveau de la coalition actuelle des syndicats qui luttent contre l'élargissement de l'UTS, mais on a fait nos preuves. On a dit on n'est pas d'accord, on a mobilisé les travailleurs qui sont sortis pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Ceux qui disent qu'ils sont d'accord, là, ils n'ont qu'à faire une assemblée générale. Les travailleurs qui sont d'accord avec eux. On va voir qui défend les travailleurs. Derrière qui les travailleurs sont. C'est ça aussi. Parce qu'il ne faut pas, parce qu'on est responsable syndical, on veut utiliser ça pour accompagner le gouvernement tout azimut. Et prendre des positions au nom des travailleurs alors que les travailleurs ne sont pas d'accord. Il y a un problème. Ouais. C'est vrai que c'est assez. Il y a un problème. Le temps est assez compliqué actuellement pour le monde syndical. Coupure, suspension. Là, c'est un bras de fer qui est véritablement engagé. On a l'impression qu'il n'y a plus de place au dialogue. Bon, et pourtant, le gouvernement dit que les syndicats ont été appelés à faire du dialogue. Vous savez, tout le monde, nous sommes tous au Burkina. Hein, et on se connaît. Alors, depuis que ce pouvoir-là est là, il n'y a pas eu de négociation gouvernement-syndicat. Mais pas que le gouvernement n'a pas essayé, mais apparemment du côté du monde syndical, on a toujours trouvé le moyen de boycotter les cas de dialogue. Il essaie à des moments où c'est difficile. À des moments où, par exemple, au niveau de l'UAS, je rends hommage au camarade secrétaire général de la CGTB et ses collègues. Au niveau de l'UAS, on fait tout pour que ça existe. Il y a des problèmes sérieux à l'UAS. S'il y a des organisations syndicales qui disent qu'eux, ils sont d'accord pour des mesures qui rabaissent le pouvoir d'achat, je ne sais pas quel rôle ils jouent. Finalement, on se demande que vaut l'UAS aujourd'hui en termes d'unité. Ah, bon, l'UAS est là. L'UAS est là. Mais moi, je n'ai pas le droit de réserve. Hein. Je ne suis pas Bassolmo, je ne suis pas quelqu'un d'autre. Moi, je dis ce que je pense. Je dis que je pense. C'est-à-dire, un responsable syndical, si tu t'engages, c'est librement que tu t'es engagé, pour défendre les travailleurs, il faut aller jusqu'au bout. Si on veut s'engager aussi auprès du gouvernement, en ce moment-là, on démissionne du monde syndical et on va vers le gouvernement. Non, on défend aussi les travailleurs. Non, quand on défend les travailleurs, on ne peut pas soutenir la baisse du pouvoir d'achat des travailleurs. Mais il faut aussi que les institutions, l'employeur puisse effectivement aussi avoir les ressources pour pouvoir continuer à satisfaire le travailleur. Il peut y avoir des situations où les travailleurs eux-mêmes font sacrifice. Mais ça, c'est parti de la base. Et on a donné mandat, la base donne mandat à la direction, voilà. Et nous sommes d'accord pour ça, pour ça, pour ça. Mais ce n'est pas la direction qui va décider que les travailleurs doivent faire comme ça. Et les travailleurs ne sont pas d'accord. C'est ça le problème. Sinon, l'ITS, là, à son origine, c'est avec le consentement des organisations syndicales. Les travailleurs ont accepté que les responsables concèdent ça. Mais sur le salaire, comme c'est appliqué jusqu'à dernièrement. Alors, donc maintenant, s'il y a un changement, c'est encore, on revient à la base. On consulte la base pour dire, voilà les nouvelles donnes. Voilà les conditions, voilà les difficultés du gouvernement, voilà qu'est-ce qu'on fait. Et démocratiquement, on prend des positions et on donne quitus aux responsables d'aller défendre cela. Mais il n'appartient pas aux responsables de s'asseoir pour dire que nous pensons que. Alors que ce n'est pas chez vous qu'on va couper, c'est chez les travailleurs. La plupart des gens qui défendent là, ce n'est pas chez eux. Aujourd'hui, quand on écoute les organisations syndicales, notamment la coalition des syndicats en lutte, on a l'impression qu'on est pressé, et ça c'est bien, que la crise sanitaire finisse pour très rapidement reprendre les manifestations. Absolument. Je dis absolument parce que ce que le gouvernement, j'avais dit aujourd'hui au Faso, quand il m'avait interviewé, que le Covid-19 là est comme un pain béni pour le pouvoir. Parce que si vous avez suivi l'élan dans lequel on y était parti. Ça ne peut pas être un pain béni, c'est quand même une crise sanitaire, il y a des morts d'hommes. Oui, c'est des morts d'hommes. Les populations encroupissent. Nous sommes tous peinés.
Mais pour l'existence du pouvoir, là, c'est un peu impénible. Parce qu'actuellement, c'est quoi? C'est même des occasions même pour pouvoir... bon, bref. Bref, donc c'est pour dire qu'effectivement, après le Covid-19, là, on va se retrouver. Parce que ces coupures, ces suspensions de salaire, ces coupures, rappelez-vous qu'au niveau de la santé, les coupures pour faire des grèves sauvages de novembre et d'octobre ne sont pas remboursées. Pas encore remboursé. Ce n'est pas remboursé. Rappelez-vous aussi, ça c'est tout énervant au niveau de la grève contre l'UTS. Les coupures, les suspensions de salaire. On dit, on a rétabli, mais on n'a pas, pendant qu'on rétablit, on coupe chez d'autres. Et rétabli, c'est quoi? Ça veut dire, ce qui a été coupé, on n'a pas encore remboursé. On ne parle même pas de ça. Voilà. Et il y a l'UTS même qui est là. On est en train de couper. Donc ça veut dire que, effectivement, la coalition des syndicats qui est en lutte là, ne peut pas rester les bras croisés. Et ça, nous, au niveau du SYNCHA, au niveau du Bureau national, déjà, nous, on attend impatiemment que les négociations reprennent. Parce que les négociations avaient repris sous la direction du professeur Ouaro, et puis le Covid est venu, on a suspendu ça, par rapport à l'application du protocole d'accord. Donc il y a beaucoup de points en suspens. Je dis beaucoup de points. Et des points, pas n'importe quels, qui sont en suspens. Les points sur les carrières, par exemple, qui sont en suspens. Mais vous savez que déjà 2020, c'est grillé. Hein? Quand on regarde, on a déjà au premier semestre, en termes de collecte de ressources par rapport aux impôts, rien. Il y a eu des mesures prises par le président de Faso qui ont un impact aussi assez conséquent sur le budget. L'ensemble des mesures, on parle de plus près de 300 milliards de francs CFA d'impact. Vous comprenez qu'avec tout ça, il y a aussi la crise, on n'en est pas encore sorti, qui nécessite beaucoup de ressources. Vous comprenez qu'à l'issue de tout ça, même si on sort de la crise sanitaire, après, il faut relancer l'économie et ça ne va pas être évident de pouvoir mobiliser les ressources pour faire face aux revendications. Ce n'est pas simple, je promets avec vous. Hein. Ce ne sera pas simple. Mais il y a des engagements qui sont là. Est-ce que vous n'allez pas peut-être justement faire une trêve karma pour 2020 et attendre peut-être 2021? Non. Le pouvoir, on ne peut pas faire de trêve. C'est-à-dire qu'ils vont faire leur campagne, nous aussi on va faire notre campagne. Voilà. Et notre campagne, c'est la mobilisation des travailleurs pour défendre leurs intérêts. Parce que le pays là, c'est vrai, c'est notre pays à nous tous. Nous savons qu'il y a des ressources. Seulement, il faut aller les chercher là et il y en a. Le pays là a des ressources. Il y a des gens qui ont pillé le pays. Il y a des gens qui, quand même ils ne sont pas au pouvoir, leur affaire continue à fleurir. Et ceux qui sont là ne sont pas mieux que ces gens-là, en termes de gestion. Donc nous pensons qu'il faut une gestion rationnelle. Voilà, pour pouvoir gérer les problèmes, pour pouvoir, en tout cas, satisfaire les engagements qu'on a pris. Donc nous ne pensons pas, c'est vrai, ce n'est pas simple. Le Covid est là, le Covid est venu avoir, en tout cas, il y a des conséquences économiques qui sont là. Ça doit amener le pouvoir à être beaucoup plus rationnel. Beaucoup plus rationnel et à viser, à s'assumer en un mot. Il faut que le pouvoir s'assume. Parce que pendant que c'est ça, les gens continuent à avoir des salaires qui sont hors, qui sont illégaux en réalité. Le gouvernement a consenti, les ministres ont consenti un mois de salaire, les membres du gouvernement ne vivent pas de leur salaire, M. Guébré. Ils ne vivent pas de leur salaire. Les membres du gouvernement sont logés. Les membres du gouvernement sont véhiculés. Ils ne connaissent pas le prix de l'essence, les membres du gouvernement. Les membres du gouvernement ont l'essence, je dis l'essence, l'électricité, l'eau, ils ne connaissent pas. Les membres du gouvernement ont tellement de divers avantages qu'à la limite même, leur salaire c'est quoi? Ils peuvent même concéder une année de leur salaire. Ça ne leur fera absolument rien. Et les caisses noires? Les caisses noires qui ne cessent de s'augmenter. De s'augmenter en nombre et en montant. Dans un pays pauvre. Et les gens qui sont attachés au texte sur le plan public, mais par contre, en bas, qui torpillent ces textes-là pour pouvoir se faire des rémunérations. Il y a un problème. D'accord. On espère que justement, il y aura ce cadre
de retour au dialogue, peut-être après coronavirus, pour permettre justement de sortir aussi la France sociale pour aller vers d'autres chantiers justement, parce que comme on l'a dit, le système sanitaire aujourd'hui a besoin plus que jamais qu'on fasse des investissements massifs en tout cas même. Il en est de même pour le secteur de l'éducation aujourd'hui qui est menacé, il faut rattraper l'année. Tout ça demande des sacrifices de part et d'autre. Ça demande à ce que le gouvernement mette de l'eau dans son vin. Sinon... Les syndicats également. Non, les syndicats sont partants pour mettre de l'eau, mais il faut que le gouvernement donne signe, fasse une bonne... C'est-à-dire, c'est ça aussi le problème. Si le gouvernement donne l'exemple, nous, on va suivre. C'est-à-dire, si le gouvernement, à la reprise, remet les pendules à l'heure, c'est-à-dire que les salaires coupés, on les remet, les confiscations, les affectations, pendant qu'on est là, les affectations arbitraires pour faire des grèves. J'allais oublier, est-ce que vous savez qu'au niveau de la santé, il y a au moins une vingtaine de personnes qui avaient été choisies dans leurs différents services pour être décorées, au vu de leurs notes de 2007, 2008, 2009, leurs notes individuelles. Et que ces gens-là, qui avaient été choisis, ont même payé à la chancellerie. Et qu'à la dernière minute, la ministre de la Santé envoie une note pour dire d'enlever leur nom. Pourquoi? Parce qu'ils ont grévé. Comment on peut, dans un pays comme ça, la démocratie est où? Le droit de grève est où? Et sur des bases de 2007, 2008, 2009, c'est parti de ces 3 années, les notes de ces 3 années-là, qu'ils ont été choisis au niveau de leur service. Et pourquoi une grève? Les grèves récentes là? Les grèves récentes là. C'est à partir de ça on dit, bon, écoute, il faut enlever leurs noms parce qu'ils sont des meneurs. Avec l'actuel ministre de la Santé? Avec l'actuel ministre de la Santé. D'abord, elle ne nous a pas dit la vérité. Quand on est venu à la rescousse, elle a dit non, ne pensez pas que c'est tous les noms qui ont été listés que la chancellerie peut rejeter. Elle nous a menti. Parce que nous aussi, on a nos informations. On a fourni le dossier entier où les gens avaient jusqu'au reçu de peine à la chancellerie. En ce moment, c'est la note qu'elle aurait remise pour dire d'enlever les noms-là. C'est elle qui a prévalu. Mais comment on peut diriger un pays comme ça? C'est pourquoi quand vous disiez tantôt qu'on est pire que dans un état d'exception. Parce que les gens nous gèrent par leurs humeurs. Voilà. Comme il dit qu'il est comme ça là. Tant que je suis là, voilà. C'est aussi aujourd'hui, le Burkina est un état aussi où il y a la liberté. Mais on ne peut pas... je n'ai pas compris. C'est un état aussi où il y a la liberté, non? Non. Parce qu'on estime que, le pouvoir actuel estime que sous Blaise Compaoré, les syndicats n'étaient pas aussi... Non, ce n'est pas vrai. Là où je concède avec eux, sous Blaise Compaoré, il y avait des gens qui s'étaient terrés. Il y avait des secteurs où il n'y avait même pas de syndicats. Ça, je suis entièrement d'accord. Et qu'avec l'insurrection, l'éveil de conscience, que nous autres, actifs, depuis sous Blaise Compaoré, ou même avant Blaise Compaoré, avons permis, notre activisme a permis l'éveil de conscience et qui a conduit à l'insurrection et qui a permis, sous le régime actuel, à des créations de syndicats, sous l'effet effectivement de l'insurrection. Mais il y a des syndicats qui sont toujours battus. On ne peut pas dire que le syndicalisme révolutionnaire de lutte de classe était en train de dormir sous Blaise Compaoré. Non. Ça, on peut vous sortir les grèves et le nombre de grèves qui se sont déroulées sous Blaise Compaoré. Que ce soit le Sincha, que ce soit le collectif CJTB. Alors, donc, ceux qui se sont créés à partir de l'insurrection, ou qui se sont réveillés à partir de l'insurrection, bon, ça, je ne peux pas dire un mot par rapport à ça. Dans tous les cas, ce n'est pas un mal. Parce que se réveiller, quel que soit le moment, et puis défendre sa cause, c'est une bonne chose. Le problème n'est pas là. Le problème est, est-ce que la plateforme qu'ils sont en train de brandir là, qu'ils défendent là, c'est juste ou bien c'est faux? Le débat de fond, c'est là. Ceux qui le revendiquent là, est-ce que c'est faux ou bien c'est juste? Maintenant, ils dormaient, ils se sont réveillés, ils n'existaient pas, ils se sont créés. Non, est-ce que c'est des faux problèmes qu'ils posent ou pas? C'est ça, c'est sur ça qu'on doit pouvoir les attendre. D'accord. Merci. Amadi Confé, vous êtes le secrétaire administratif du Bureau national du SYNCHA, le syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale. Merci d'être passé dans le fauteuil blanc ce soir. Merci beaucoup, merci. Mesdames, Messieurs, ça sera tout pour ce numéro de Surface de Vérité. Merci de l'avoir suivi.
Excellent sur le programme sur notre chaîne.